est en présentiel, j'allais le dire, et en Zoom et en vidéo, est enregistré. Et je passe tout de suite la parole à Rémi Salomon, président de la CME de la PHP. Rémi. Merci Charlie Nicolas, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette journée. Je sais que vous êtes très nombreux connectés à distance, vous êtes nombreux dans la salle. C'est un sujet qui intéresse au plus haut point tous les professionnels de la santé et tous les usagers, bien entendu, pour des raisons évidentes et que vous verrez, qu'on verra ensemble au fil de la journée. Donc, on parle d'aujourd'hui de l'obstination déraisonnable. On disait avant acharnement thérapeutique. Bon, je crois que ça veut dire à peu près la même chose. On a changé les mots pour dire la même chose, qui peut aboutir à là aussi, les mots qui sont choisis, on fait toujours attention à une limitation ou un arrêt des traitements. De temps en temps, on dit arrêt des traitements actifs, ce qui est toujours un peu gênant, je trouve, de parler d'arrêt des traitements, car on continue de prendre soin jusqu'au bout de la vie, et c'est aussi des traitements, les traitements dits palliatifs, c'est aussi accompagner le patient jusqu'au bout, soulager sa douleur, apaiser sa souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne humaine jusqu'au bout, et puis soutenir l'entourage. Aujourd'hui, donc on parle de l'obstination déraisonnable en réanimation. Donc, ce sont des patients qui souvent ne sont plus conscients ou ne sont plus en capacité de s'exprimer et de dire ce qu'ils souhaitent. Et donc, ce type de journée est essentiel, car on sait que finalement l'information sur ces sujets très compliqués est souvent insuffisante. Le grand public est finalement, on entend dans la presse régulièrement cette question de fin de vie. C'est une vraie question de société qui anime les débats très régulièrement. Bon, les politiques s'emparent aussi, mais c'est vrai que finalement, quand on voit le nombre de personnes qui ont fait des directives anticipées, c'est très peu. C'est très peu. Les gens qui ont déjà défini une personne de confiance, c'est très peu. C'est-à-dire de pouvoir aborder, de pouvoir résoudre avec moins de difficultés, diminuer la difficulté quand on sait que le patient a déjà écrit des directives anticipées ou qu'il a défini une personne de confiance. Eh bien, quand on se retrouve dans la situation dramatique d'un patient en réanimation qui n'a plus la possibilité de s'exprimer, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, l'information, ces journées de communication et d'information auprès du grand public aussi sont absolument essentielles pour progresser. Et puis aussi auprès des professionnels. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était au début des années 80. On n'était pas à l'époque. Il y avait déjà eu Cavaillet, le sénateur Cavaillet avait déjà fait une proposition de loi qui avait été retoquée, je crois en 1980. Je me tourne, j'ai Marc Dupont en ligne de mire qui acquiesce, donc je ne dis pas de bêtises, ça va. Et je crois qu'il y avait eu à nouveau, le législateur avait été sollicité à la fin des années 80, à nouveau retoqué. Donc on n'était pas prêt. La société n'était pas prête à l'époque, à l'évidence, à aborder ces questions de fin de vie. Et je relisais hier une chronique de Jean-Daniel Flézaquier, qui nous a quittés récemment, comme vous le savez. Il faisait une chronique le 1er octobre, dans le quotidien du médecin, sur les soins palliatifs. Et il racontait qu'il était allé aux États-Unis, à Toronto, au Canada, 1992, et il avait visité une unité qu'on pourrait appeler aujourd'hui de soins palliatifs. C'était une unité qui hébergeait des patients atteints du sida en phase avancée, et où on prenait en charge les patients. Et il avait été marqué par ce voyage et cette visite qu'il avait fait à l'époque, 1992. Donc, pour vous dire que c'était le tout début aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, de la prise de conscience qu'il fallait aussi prendre soin et organiser le soin en fin de vie. Donc, moi, pendant mes études de médecine, je n'ai pas appris les soins palliatifs, on n'apprenait pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a maintenant, c'est rentré dans l'enseignement, il y a même une filière universitaire qui a été créée, et c'est, je pense, encore un enseignement qui est insuffisant. C'est aussi enseigner les humanités au cours des études de médecine ou des études d'infirmiers aussi, tous les paramédicaux, je dis infirmiers, tous les professionnels. C'est vraiment une affaire
d'équipe de collégialité. Quand on doit prendre en charge un patient en fin de vie, c'est l'ensemble de l'équipe soignante qui est concernée et tous les gens qui ont travaillé dans les services de réanimation savent bien que l'ensemble de l'équipe se réunit pour en discuter. Et donc ces humanités, la philosophie, la psychologie, le droit également sont des enseignements dont on a besoin pour bien prendre en charge et bien aborder ces questions de fin de vie extrêmement complexes. Et donc, c'est encore, on sait qu'il y a encore, on a encore du chemin à faire pour former les soignants que nous sommes à ces questions difficiles. Pour terminer, pour ne pas être trop long, on sait, on va le voir au cours de la journée, que ces notions ont évolué. J'ai parlé des années 80, c'était il y a 40 ans. Ça évolue encore aujourd'hui et certainement, on va avoir des évolutions, y compris sur le cadre législatif. Donc, la loi Leonetti 2005, qui faisait suite à la loi sur les droits des patients, la démocratie sanitaire en 2002. Donc, tout ça va être détaillé. Je pense que Charline Nicolas, qui est là, va revenir sur tout ça. Et donc, le référé liberté, c'est 2017. Donc, on voit que c'est encore des évolutions très récentes dont on va parler aujourd'hui. Et ce cadre juridique est évidemment essentiel pour aborder ces questions. Et c'est, je pense, une des principales thèmes de cette journée. Évolution des mentalités, aujourd'hui également, j'en ai parlé. Il y a également une dimension culturelle, religieuse. On ne traite pas de la même façon d'un pays à l'autre. Serge Bouzna nous parlera tout à l'heure de la médiation transculturelle extrêmement utile quand on a des patients qui sont issus d'une culture différente et donc on a un degré de complexité supplémentaire. Il y a la subjectivité, bien entendu. Chacun aborde avec sa morale, j'allais dire, sa vision de ce que représente la vie, la fin de vie, la mort, et donc tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'intime aussi. Et donc, c'est toutes les questions éthiques dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc, et puis, bien entendu, pour l'entourage, quand on est en réanimation, c'est l'entourage auquel on a, avec laquelle on discute, et donc là, il faut une transparence totale, communiquer, expliquer, prendre du temps. Absolument indispensable de prendre du temps, là où souvent aujourd'hui, compte tenu de ce que vous savez des difficultés qu'on rencontre à l'hôpital, eh bien, ce temps souvent manque. Et on en a pourtant absolument besoin pour aborder ces questions, prendre du temps, revenir vers les familles, ne pas se contenter d'un seul entretien, mais en avoir plusieurs, etc. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je vais suivre avec vous le début de cette journée. Je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, mais ce sujet, moi, me passionne au plus haut point. Je suis pédiatre et je ne suis pas réanimateur, mais j'ai de temps en temps, malheureusement, 2, 3 fois par an, je suis confronté à des questions de fin de vie. Et donc, je pense que la plupart des médecins, en dehors des services, bien entendu en réanimation, mais également en dehors des services de réanimation, ont de temps en temps sont confrontés à ces questions. Et c'est vrai que quand on est confronté de temps en temps, eh bien, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on n'est pas, voilà, c'est pas notre pratique, on n'a pas la culture que les réanimateurs ont parce que eux, c'est tous les jours, malheureusement, c'est leur métier, et donc, heureusement, on a de plus en plus maintenant des équipes de soins palliatifs qui peuvent nous aider à aborder ces questions. Il en manque, on n'a pas partout, donc c'est là aussi un besoin qu'il faudra combler dans les années à venir, de renforcer ces unités de soins palliatifs, de les universitariser, j'aime pas trop le mot, mais d'avoir aussi de l'enseignement, de la recherche. Tout ça est absolument essentiel pour avancer sur ces questions éminemment complexes. Merci, bonne journée et voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cette journée sur la fin de vie en réanimation. C'est la 3e fois que la Direction des affaires juridiques de la PHP organise avec le Centre d'éthique clinique une journée dédiée à la mise en œuvre au sein de notre établissement public de la loi dite Claes-Leonetti. Avant de présenter stricto sensus les enjeux juridiques, permettez-moi 2-3 remarques liminaires. D'abord, cette journée, cette 3e journée, marque, je crois, illustre l'engagement très très fort et constant de notre établissement public de réfléchir à cette question sur la prise en charge des patients qui nous sont confiés et qui sont en situation de fin de vie. C'est quelque chose qu'on oublie parfois de le rappeler, mais je crois qu'on le rappelle à chaque colloque et ça ne fait pas de mal. En France, on meurt d'abord à l'hôpital. 70% des décès y ont lieu
soit dans un hôpital, soit dans un établissement médico-social. Ce taux étant encore plus élevé dans les grandes métropoles, et à Paris, on approche les 90%. C'est donc un sujet majeur pour la PHP, pour vous, pour les équipes, de façon extrêmement opérationnelle et concrète. Deuxième remarque, peut-être quelques mots sur l'approche que nous avons souhaité privilégier pour cette journée. Il ne s'agissait pas pour nous d'organiser quelque chose de trop théorique, d'ascendant, notamment en termes juridiques, mais davantage d'encourager une réflexion pluridisciplinaire, collégiale, de notre communauté à PHP, avec la diversité de ses métiers, autour de cas particuliers et peut-être surtout de difficultés concrètes qui peuvent se poser, tout particulièrement dans les services de réanimation où bien souvent les patients sont hors d'état d'exprimer leur volonté. Et ces deux années ou cette année et demie a été particulière pour évidemment des raisons que je ne vous explique pas, liées à la crise sanitaire, mais s'agissant des situations de fin de vie, des situations de contentieuses, on a eu une véritable explosion de ces situations devant le juge administratif avec une vingtaine d'affaires, voilà, ou une vingtaine de situations de patients compliqués, alors même que jusqu'à présent, les années précédentes, on avait 1 à 5 contentieux par an. Donc, nous avons donc conçu cette journée en partant de la notion même d'obstination déraisonnable, revenir à la base, je dirais, de la loi et l'esprit du législateur. À cet égard, j'aimerais excuser l'absence d'Alain Claes qui a été retenu pour une raison d'urgence et qui essaiera, je crois, de nous rejoindre peut-être en début d'après-midi. Et puis, nous avons souhaité passer une large partie de la journée à évoquer et débattre du conflit avec les familles. C'est un sujet assumé et que nous traiterons tout au long de la journée, et ce, de façon graduée. D'abord, on s'interrogera sur la façon de comprendre ce conflit et comprendre quelle est la place des proches dans cette configuration particulière dans laquelle le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et est en fin de vie. Puis, on évoquera le conflit dit non judiciarisé, pour le mettre de façon plus positive. On évoquera finalement les outils qui sont à votre disposition de médiation ou encore de consultation d'éthiques cliniques qui peuvent être des moyens d'apaisement tant pour les équipes que pour les proches. Enfin, en dernier recours, sans mauvais jeu de mots, nous évoquerons le conflit judiciarisé que certains d'entre vous ont connu ces derniers temps, notamment devant le juge des référés liberté, qui est le juge de l'urgence, j'en reparlerai tout à l'heure, et qui nous interrogera sur la place du juge dans cette matière, dans ce sujet de fin de vie. S'agissant du cadre juridique, je ne veux pas vous assommer des textes, vous les connaissez probablement très bien. Disons que le législateur a souhaité graver dans le marbre la volonté de prévenir et d'interdire tout ce qui pourrait traduire une obstination déraisonnable. Celle-ci est définie par 3 critères alternatifs. Je les rappelle: l'inutilité des traitements, la disproportion, ou lorsque ces actes ou ces traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Il a circonscrit ou cadré la démarche ou la procédure en ayant recours à la collégialité si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc, on reviendra sur cette notion de procédure collégiale. Et par ailleurs, en miroir, vous le savez, le Code de déontologie médicale interdit aux professionnels de santé leur demande de s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Alors, s'agissant des enjeux, j'en évoquerai 3 et peut-être à chaque fois 2 tempéraments. Le premier, c'est peut-être une question qui vient souvent dans nos discussions avec les médecins à la direction, la place du droit dans un domaine éminemment médical. Mais que vient faire donc le juge? Et une partie du programme tentera de répondre à cette question. De façon très, très générale et en termes de principe, j'ai envie de vous dire qu'à chaque règle, dans une démocratie, il y a nécessairement un recours au juge et un recours à la justice. J'ai bien conscience qu'en disant ça, je n'ai pas tout dit,
Mais peut-être qu'il faut ne pas surestimer la place du juge dans ce domaine, malgré la difficulté très concrète et parfois les souffrances pour les équipes de se retrouver face à lui. Conformément au texte, la décision d'arrêt ou de limitation des traitements, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, revient et appartient in fine au médecin. Le juge prend soin de le préciser toujours dans les motifs de sa décision, lorsqu'il confirme la décision du médecin de limiter ou d'arrêter les traitements. Et lorsqu'il l'infirme, il se base dans 99,9% des cas sur le fondement d'une expertise médicale, sauf en cas d'irrégularité procédurale tenant à l'absence de procédure collégiale, de l'avis du médecin expert, etc. Alors malgré tout, ça peut donner lieu à quelques incompréhensions. C'est vrai que le juge du référé liberté exerce son office de manière tout à fait particulière. Eu égard, et c'est pour ça que c'est un domaine tout à fait particulier, aux effets irréversibles de ses décisions. Ainsi, en référé liberté, parce qu'il est question de vie ou de mort, il s'affranchit de son office de droit commun, qui est une façon de contrôler vraiment à distance une atteinte très très grave, manifestement illégale à une liberté. Vous voyez, vous avez un contrôle très distancié en principe du juge des référés liberté qui va suspendre en cas de risque presque flagrant à une liberté fondamentale. Là, autant dire que l'urgence est établie, qu'il y a bien le risque à la vie qui est en jeu, et donc il va effectuer un contrôle de légalité complet et il admet en tout état de cause toujours l'urgence. Donc voilà, c'est une place du juge qui est cantonnée. C'est vraiment la décision du médecin. Maintenant, le juge joue à plein son office dans cet équilibre. La deuxième remarque, c'est peut-être vous dire qu'après toutes ces années de contentieux, on est surpris du fait que le contentieux joue à front renversé en la matière. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que de constater que ce dispositif a été voulu dans l'intérêt du patient, pour contraindre le médecin à respecter sa volonté, pour prévenir ce qu'on pourrait appeler un acharnement thérapeutique. Et quelques années après la mise en œuvre de cette loi, force est de constater que le contentieux naît de situations totalement inversées. Ce sont les proches, leur famille, systématiquement, qui s'opposent à un arrêt de traitement ou à une limitation jugée prématurée. Le juge n'est donc pas amené finalement à statuer sur des demandes de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques, ce qui était un peu l'esprit de la loi. Au contraire, il va être saisi pour des demandes finalement de dérogation ou d'exemption finalement à l'esprit de la loi, à savoir des demandes de suspension de telles décisions et donc des demandes de continuation des traitements en cause. Il y a donc un écart très certain entre finalement ce qu'a voulu le législateur, ce que la loi a cherché à prévenir, et la réalité contentieuse qui joue vraiment en miroir totalement inversé. Et peut-être, et nous en reprendrons, dans cet écart se joue ce qu'on appelle, et qui n'existe pas en droit, le droit des proches. Malgré tout, et c'est mon tempérament à cette deuxième remarque, il faut garder en tête que cette activité contentieuse constitue un prisme. Elle n'est le reflet que de cas problématiques, non consensuels, et il ne faudrait pas l'assimiler à un état donné de la réalité ou de la pratique d'un autre établissement public. Je crois que c'est très important de l'avoir en tête. Ma troisième remarque, elle est plus technique. Elle s'adressera aux juristes de ce colloque. Elle concerne les décisions de limitation des actes ou des thérapeutiques, qui sont très particulières parce que bien souvent, elles sont prospectives. Et finalement, c'est-à-dire qu'elles sont conditionnées à une détérioration de l'état de la patiente, un événement indésirable. Et donc, elles s'accommodent guère du recours à la justice. Pour prendre l'exemple inverse, la décision d'arrêt, vous êtes face à quelque chose de binaire, pour le juge en tous les cas. Soit il confirme l'arrêt, soit il suspend. Donc, soit vous arrêtez vos thérapeutiques, soit vous les continuez. La décision de limitation est, à mon sens, beaucoup plus compliquée
à appréhender du point de vue procédural en raison de sa mise en œuvre qui peut être incertaine dans le temps, qui est conditionnée parfois ou souvent. Et finalement, les médecins anticipent en prenant cette décision ce qui serait de l'obstination déraisonnable à leurs yeux. Et dans ce cas, et on l'a vu vraiment tous ces derniers mois, il y a une articulation très difficile entre le droit au recours avec le temps de l'expertise et la réalité thérapeutique. Et dans un certain nombre de cas, le temps de l'expertise était relativement court, quelques semaines. La décision de limitation des traitements était suspendue. Et pour autant, dans l'attente du résultat de l'expertise et dans l'attente du jugement du juge, il a fallu pour les équipes finalement faire ce qu'elles redoutaient devoir faire, à savoir pratiquer un acte, donner des thérapeutiques qui pour elles relevaient de l'obstination déraisonnable, sans qu'un jugement ait été rendu. C'est d'autant plus délicat ces situations que ce sont bien souvent des décisions qui sont très mal vécues par les familles, qui assimilent parfois à tort, souvent à tort, la limitation des thérapeutiques à un renoncement aux soins. Et là, je pense qu'il y a aussi un véritable travail à faire, tant du côté du juge et des procédures adaptées à ces décisions que du côté de la médiation avec les familles. Voilà donc pour ces quelques mots d'introduction. Je vous souhaite en tout état de cause une très belle journée de débat. J'espère qu'elle sera riche en témoignages, en expériences et puis espérons qu'on ait quelques clés à l'issue de cette journée pour la pratique du terrain. Merci à vous. Bon, vous avez tout dit, tous les deux. Donc, du coup, je vais essayer de m'arrêter à 9h30 parce qu'on a une journée très chargée. Et on voulait faire attention à ça. En quelques mots seulement, je ne peux pas m'empêcher de remercier la direction des affaires juridiques et des droits des patients parce que finalement, on a une collaboration qui s'est installée dans le temps et qui se pérennise et qui est très agréable. Merci en particulier à Marc Dupont et Audrey Olpé parce que je trouve qu'on est assez efficace finalement dans nos organisations. Pour le centre d'éthique clinique, c'est une journée importante aussi dans sa continuité institutionnelle. En fait, c'est typiquement ce pourquoi le centre d'éthique clinique est fait, de s'interroger, de se questionner, d'aller plus loin sur ces questions-là, d'obstination déraisonnable en l'occurrence, qui sont au croisement de ce qui concerne l'individu, en l'occurrence le patient, mais aussi le collectif, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour. Et finalement, ce qui concerne, c'était aussi au croisement de la médecine et de la société. Le centre d'éthique clinique, il est vraiment fait pour ça, pour être au cœur de ces moments-là, de ces interrogations-là. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais d'un point de vue éthique, il me semble que c'est un sujet important, d'une part parce qu'il s'amplifie, il persiste dans le temps et il s'amplifie. On a des saisines au centre d'éthique clinique qui émanent évidemment de la réanimation adulte, puisque c'est le sujet aujourd'hui, mais aussi de la réanimation néonatale, mais aussi dans d'autres disciplines, en pédiatrie, en gériatrie, et finalement cette question de l'obstination déraisonnable, elle est légion à l'hôpital aujourd'hui. Qu'il concerne aussi bien les équipes soignantes, et certes, c'est douloureux pour elles, mais aussi les proches, puisque dans nos saisines, on est appelé aussi bien par les uns que par les autres au centre d'éthique clinique, et j'y reviendrai cet après-midi pour expliquer un petit peu comment on s'y prend. Que le droit, effectivement, prend sa place et de manière encore plus spécifique aujourd'hui avec l'histoire du référé liberté, que c'est bien compliqué de savoir effectivement ce qu'on en fait. Et puis enfin, que c'est un réel sujet de société qui, de mon point de vue, finalement risque de ne pas s'améliorer, malheureusement, parce que d'une part, la médecine offre toujours de plus en plus de possibilités techniques, et finalement, la réanimation est un bon exemple. Et on a eu un séminaire sur la fin de vie récemment en éthique clinique où les réanimateurs nous disaient que finalement, c'était difficile de résister à cette tentation d'offrir une chance aux patients. Et finalement, c'est un risque aussi de se retrouver dans une situation ultérieurement d'obstination déraisonnable. Et donc, où mettre le curseur et où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que c'est uniquement en réanimation ou avant? Ça risque aussi de s'aggraver du fait de l'évolution des droits des malades et des droits des patients. Et effectivement, la notion de droit des proches a été dite par Charline Nicolas et effectivement, c'est une question à se poser aujourd'hui de se dire mais jusqu'où ça va aller, puisque ce qui nous intéresse, c'est de respecter la volonté du patient. Comment on fait dans cette interaction extrêmement compliquée avec les proches?
Et puis enfin, les sujets qui ne sont pas encore très abordés aujourd'hui, mais je pense que nos préoccupations économiques relatives à la santé feront que aussi ces questions-là vont se poser davantage parce qu'on n'aura pas forcément les moyens d'offrir, de continuer à offrir toutes ces possibilités et encore moins l'obstination déraisonnable. Juste, du coup, pour ne pas reprendre la présentation de la journée qui a déjà été faite avant moi, peut-être juste pour ceux qui sont moins alertes avec ce sujet, il me semble qu'on a construit la journée effectivement d'une manière très originale pour une journée institutionnelle. Et les questions à se poser, c'est premièrement, dans la première session, c'est quoi cette obstination déraisonnable? Qui en décide? C'est quoi les arguments sur lesquels on va décider que c'est de l'obstination déraisonnable ou pas? Et je pense qu'il n'y a pas de réponse. On ne sera jamais d'accord les uns les autres sur ce que c'est de l'obstination déraisonnable, mais c'est bien de le savoir et de savoir justement à quel point on peut le penser différemment. La deuxième session, c'est comment on prend une décision médicale et toute l'interaction qui est nécessaire avec, en fait, on pense en premier aux patients, mais en réanimation, ce n'est pas tellement possible, mais avec les proches, mais aussi avec les soignants, parce que finalement, on se rend compte qu'en termes d'organisation, dans les services, c'est extrêmement variable d'un endroit à un autre. Et finalement, la procédure en elle-même retentit beaucoup sur la décision médicale à prendre. Et puis l'après-midi, effectivement, est là très, très original, je trouve, et osé, parce que l'idée avec la direction des affaires juridiques, c'était de se dire comment on peut s'y prendre différemment, plutôt que de continuer à avoir des saisines au centre d'éthique clinique, des saisines au médiateur, des saisines à la direction des affaires juridiques. Comment on peut faire travailler ensemble toutes ces personnes et comment peut-être les équipes pourraient s'emparer de ces outils. Et l'idée, ce serait surtout de savoir à quel moment. Et finalement, on se rend, nous, je le redirai cet après-midi, mais au centre d'éthique clinique, on est quand une situation est déjà un peu judiciarisée, on arrive après la course et c'est très compliqué de rattraper les choses. Et donc, comment on pourrait les uns les autres s'organiser pour, dans le temps, être utile aux équipes, mais aussi aux patients et aux proches. Et puis enfin, je ne peux pas m'en empêcher, je remercie aussi tous ceux qui ont accepté de participer et d'être orateurs. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.